En 1944, les raids nocturnes japonais se noient dans le sang. À cause d'un détail. Un détail que personne n'avait prévu. Leur doctrine, écrite dans les années 1920, était simple. Frapper les arrières, briser les lignes de ravitaillement. Le postulat, le personnel de soutien est désarmé. Des radios, des cuisiniers, des chauffeurs. Des cibles faciles. Mais la réalité fut brutale. Ils s'attendaient à des hommes qui fuient. Ils ont trouvé un mur de feu semi-automatique. Imaginez la scène. Une tente de ravitaillement américaine. La garde est faible. Le commando japonais attaque. À l'intérieur, un cuisinier lâche ses ustensiles. Il attrape sa carabine. 15 tirs, en quelques secondes. Chaque homme dans les bases américaines était une menace. Le mécanicien, le radio, l'intendant. Chacun portait 15 cartouches. Chacun avait été formé pour tirer. Le plan japonais, si efficace contre d'autres armées, s'effondrait. Puis il y avait le Pacifique. L'humidité rongeait les canons. Sur Iwo Jima, le sable volcanique, fin comme de la poussière, s'infiltrait partout. Le sable crissait dans les culasses des carabines. Mais les armes ne s'enrayaient pas. La planification tactique japonaise n'avait jamais anticipé un tel volume de feu. Venant de directions impossibles, venant de soldats qui n'étaient pas censés se battre. Toute leur doctrine s'est brisée. Pourquoi l'infanterie japonaise se sacrifiait-elle si facilement dans les lignes arrières ennemies? Dans leur arsenal, un trou béant. L'armée japonaise n'avait pas d'armes intermédiaires, rien entre le fusil d'infanterie et le pistolet. Les officiers portaient le Nombu type 14, 8 cartouches, peu fiables. Les troupes spécialisées utilisaient ce que l'infanterie avait, un fusil, point final. Il n'y avait rien qui combinait un poids léger, une grande capacité de chargeur et une cadence de tir semi-automatique. Cette catégorie d'armes n'existait pas pour eux. Alors, quand un assaut japonais frappait un dépôt de ravitaillement américain, le calcul était simple. Submerger des troupes de soutien, les disperser, les anéantir. Mais les hommes qui défendaient ces positions n'avaient pas des pistolets. Ils avaient des carabines semi-automatiques à 15 coups. L'attaque, qui devait rouler sur l'ennemi, se heurtait à un volume de feu que des logisticiens n'étaient pas censés pouvoir produire. Pendant qu'un transmetteur américain vidait son chargeur, l'officier japonais en face n'avait simplement rien pour répliquer. Aucune arme japonaise ne combinait ce poids, cette capacité de chargeur et cette cadence de tir. Ce vide dans l'arsenal japonais devenait une condamnation à mort, surtout à courte distance. 20, 30, 50 mètres. C'est là que le sort de Guadalcanal s'est joué. Le fusil standard du soldat japonais est l'Arisaka, calibre 6,5 ou 7,7 mm. Une arme à verrou, précise, mais pas plus rapide qu'une autre sous le feu ennemi. Un soldat japonais tire, il manque sa cible. La panique. Le cliquetis métallique et sec du verrou qu'il réarme en catastrophe. Il doit retrouver sa cible, viser à nouveau, tirer. En face, un Américain avec une carabine M1. La séquence est différente, 15 cartouches, tirées d'affilée, à 6 mètres de distance. Ce n'était plus un échange de tirs, c'était un massacre unilatéral. La puissance de la carabine M1 n'était pas dans sa cartouche. À longue distance, elle était faible. Mais dans la jungle de Guadalcanal, sur les plages de Tarawa, le combat ne se déroulait pas à 200 mètres. Il se décidait au corps à corps. Et là, la carabine plaçait plus de projectiles sur la cible, plus vite que n'importe quelle arme de l'infanterie japonaise. Un infirmier, coincé entre une patrouille ennemie et ses blessés, ne tirait pas à 300 mètres. La menace était à l'autre bout de la tente. Et il avait 15 cartouches pour vider la pièce. Sur le papier, cette arme était pour les cuisiniers, les chauffeurs, le personnel de bureau. Mais les photos de Saipan et Peleliu racontent une autre histoire. Les mathématiques de la jungle ont forcé les troupes d'assaut à briser toutes les règles. Une chaleur de 120 degrés, une humidité qui colle l'uniforme à la peau. Un marine qui n'a pas dormi depuis 3 jours, que fait-il? Il jette son fusil trop lourd. Le Garand, une fois chargé, pesait presque le double de la carabine M1. Un marine épuisé laisse tomber son Garand dans la boue. Il prend la carabine de 5 livres d'un opérateur radio blessé. Puis il disparaît dans la jungle, léger. Ce n'était pas le plan du département de l'armement, mais c'est arrivé, partout. Les chefs d'escouade, qui devaient se déplacer vite, ont échangé leurs fusils, sur les plages, dans les bunkers. L'arme s'était échappée de sa catégorie. La guerre du Pacifique n'était pas une guerre de champs de tir, c'était une guerre de tunnels, de grottes, un labyrinthe où l'on entendait l'ennemi avant de le voir. Les vieux fusils à verrou étaient conçus pour une autre génération de combats,
pour une autre distance. Ici, la cible n'apparaissait pas à 200 mètres, mais à 6. Pour comprendre d'où vient cette arme, il faut remonter le temps. Plonger dans les archives de l'armée, en octobre 1940. Ce mois-là, l'armée américaine dresse une liste. La liste des hommes qu'elle s'attend à voir mourir. Le langage est bureaucratique, froid, mesuré. Mais la logique est brutale. Infirmiers, opérateurs radio, chauffeurs, ingénieurs. Des millions de soldats qui bougeront en zone de combat, vulnérables. Pendant la Première Guerre mondiale, l'arrière était un concept simple. Mais la guerre mécanisée signifiait des fronts éclatés, un danger partout. Pour leur défense, ces hommes avaient une seule chose, un pistolet. Le calibre 45 ACP. L'armée a regardé l'arme, puis les distances de combat. Et le verdict est tombé. Dès 1938, le comité d'infanterie l'avait écrit. Les pistolets sont un échec. Ces soldats n'avaient pas besoin d'une arme de poing. Ils avaient besoin d'une arme efficace jusqu'à 300 yards. Une arme qui n'existait pas encore. Pour la créer, l'armée a créé un tout nouveau calibre. Dans les dossiers de 1940, l'armée mesure l'abîme. Un gouffre technique, froidement calculé, entre le pistolet et le fusil d'assaut. D'un côté, le Garand M1, arme principale, semi-automatique, mortelle à 500 yards. Mais il pèse près de 10 livres à vide. Il mesure 44 pouces de long. Pour un fantassin, c'est acceptable. Pour un opérateur radio avec 50 livres de matériel, c'est une ancre. Le bruit sourd de la crosse qui heurte sa radio à chaque pas. Comment armer un infirmier qui a besoin de ses 2 mains pour sauver une vie? L'armée exige une arme de moins de 5 livres. L'alternative est le pistolet. Le M1911A1, calibre 45. Fiable, redoutable à bout portant. Le coup de poing numérique arrive ici. Au-delà de 25 yards, ce n'est plus une arme, c'est un espoir. Le fusil pèse 10 livres. Le pistolet est une prière. Entre les deux, un vide. Les spécifications de l'armée définissent ce vide avec une précision chirurgicale. Moins de 5 livres, efficace jusqu'à 300 yards. Une nouvelle cartouche Winchester, une balle de 110 grains. Pas une munition de fusil, loin de la puissance du 30-06. Mais dans cet espace entre le pistolet et le fusil, c'est exactement ce qu'il fallait. Le résultat est une arme de 5 livres, qui tient dans une seule main. Pour créer cette arme, l'armée américaine fait une demande. Le major René Stoudler impose aux ingénieurs de Winchester un délai absolument irréalisable. 13 jours. 13 jours pour concevoir un prototype à partir de rien. Un non-sens total. À l'arsenal de Springfield, le cycle de développement standard prenait 3 à 5 ans. Winchester n'a que 2 semaines. L'ingénieur Edwin Pugsley rassemble une équipe. Leur mission, construire un monstre de Frankenstein fonctionnel. Il cannibalise des pièces d'autres armes. La détente, prise sur un Winchester modèle 1905. La tige de manœuvre, arrachée à un Garand. La culasse, adaptée d'un autre système à piston. Le matin des essais, la tension est maximale. Un détail critique manque. Le trou d'emprunt de gaz n'est pas percé. Dans les dernières heures, un ingénieur s'enferme dans l'atelier. L'odeur de métal surchauffé et d'huile de machine emplit l'air. Il perce le trou à la main, avec une simple perceuse. Le prototype est envoyé aux essais. Il gagne. Nous sommes exactement 7 semaines avant Pearl Harbor. Le 22 octobre 1941, les États-Unis adoptèrent officiellement le design comme la carabine américaine calibre 30 M1. Le design est validé. Commence alors le chapitre le plus étrange de l'industrie américaine. D'où venaient 6 millions de fusils? Ils étaient assemblés par des ouvriers qui, la veille encore, fabriquaient des jukebox. Prenez les usines Rockola. Hier, des machines à musique. Aujourd'hui, des armes. Et ils n'étaient pas les seuls. IBM, National Postal Meter. Des entreprises qui n'avaient jamais construit un seul fusil militaire. Chez Underwood, les mains qui montaient les machines à écrire assemblaient maintenant les culasses des carabines. Le résultat, 6 millions de carabines M1. C'est presque un demi-million de plus que l'iconique M1 Garand. Plus que n'importe quelle autre arme légère américaine de la guerre. L'arme conçue pour les non-combattants est devenue la plus produite du conflit. Une économie de paix transformée en arsenal. Une machine de production que personne ne pouvait égaler, loin des bombes. Alimentée par un continent entier. Cette puissance de feu massive avait un coût. 45 $ l'unité. Une puissance de feu pour tous, sauf les fantassins de première ligne. La carabine équipe les officiers, les artilleurs, les tankistes.
La police militaire, les ingénieurs, les médecins. L'arme va à tous ceux pour qui un pistolet est trop peu et un fusil trop lourd. Puis, il y a eu les parachutistes. Pour eux, une version spéciale, la M1A1. Le problème n'était pas le poids, c'était la géométrie du saut. Sortir d'un avion dans le noir, au-dessus de la Normandie, à 120 miles par heure. Dans la carlingue sombre, le clic sec de la crosse métallique qui se verrouille. Un son, une certitude. La crosse repliée, la M1A1, ne mesurait que 25 pouces, à peine plus qu'un bras. La réponse à un problème que personne d'autre n'avait résolu. Les parachutistes atterrissaient, armes prêtes au combat. Ce n'était pas la puissance du calibre 30 carbine qui terrifiait les Japonais. C'était sa présence, partout. Sur le théâtre du Pacifique, la ligne de front n'était plus une certitude, c'était un concept. L'Amérique avait pris une décision radicale. Chaque soldat est un combattant. Les chauffeurs, les radios, les médecins. Ils méritaient une vraie arme. Pas un pistolet symbolique, inutile à 20 mètres. Une carabine semi-automatique, conçue pour tuer. 6 millions d'unités. Plus que toute autre arme américaine de la guerre. Une doctrine rendue possible non pas par la stratégie, mais par l'industrie. Cette philosophie a préfiguré une idée moderne, le PDW, l'arme de défense personnelle. Dans la jungle, les distances s'effondraient. Un convoi de ravitaillement, un hôpital de campagne, tout pouvait devenir une zone de combat en un instant. Les Japonais s'attendaient à des cibles faciles. Ils ont fait face à un mur de feu. La doctrine américaine avait effacé la notion d'arrière-garde vulnérable. Des unités de soutien remportaient des combats que l'état-major n'avait même pas anticipés.